Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 6 mars 2025. Tout de suite, les principaux titres. La guerre qui se déroule à l'est de la République démocratique du Congo ne cesse d'emporter la vie de jeunes Burundais envoyés par le régime CNDD-FDD avec une promesse de les donner de l'argent. Les sources de la RPA signalent que ceux de l'ethnie Tutsi sont souvent tués par leurs compagnons. Vous allez l'entendre au début de ce journal. Et puis les taux des enfants nés avec le VIH-Sida et des jeunes contaminés continuent de grimper au Burundi. Les avis des experts dans le domaine de la santé convergent sur le fait que la sensibilisation à la lutte contre le VIH-Sida a baissé. Et enfin, le sucre est toujours une denrée très rare dans différentes localités de la mairie de Bujumbura. Par conséquent, il se remarque le non-respect du prix officiel là où ce produit est disponible certaines fois. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans quelques instants. Au bonsoir, démarrons ce journal par la page de sécurité. Des jeunes Burundais continuent de perdre la vie dans la guerre qui se déroule ces derniers temps à l'est de la République démocratique du Congo. Selon nos informations, des militaires envoyés combattre auprès de l'armée congolaise sont composés non seulement de militaires, mais aussi de nombreux jeunes qui partent avec une promesse d'être payés en argent. Toutefois, les jeunes de l'ethnie Tutsi, qui sont parmi les jeunes envoyés en République démocratique du Congo, sont des fois tués par leurs compagnons, indiquent certaines sources. Plus de détails avec Clovis Nyonzima. Ça fait des mois que les guerres qui se déroulent à l'est de la République démocratique du Congo endeuillent des familles burundaises. Jusqu'ici, on parlait que ce sont les militaires burundais qui meurent en République démocratique du Congo. Les informations que nous détenons de certains militaires en mission en RDC révèlent que ces jours-ci, les jeunes burundais qui sont même des civils sont en train d'être déployés en nombre considérable dans ces guerres qui se déroulent en RDC. Selon les mêmes informations, la majeure partie de ces jeunes sont de la Ligue des jeunes Imbonerakure du parti CNDD-FDD. Cependant, pour que ces jeunes acceptent de participer dans ces combats, il les inculque une idéologie à leur disant que l'ennemi, pour dire en Tutsi, a attaqué la sous-région et que le Burundi aussi ne sera pas épargné. À cet effet, le parti CNDD-FDD ordonne que chaque colline envoie 5 jeunes. Ceux qui refusent de le faire ou de l'accepter sont considérés comme des réfractaires, c'est-à-dire des rebelles. En effet, c'est dans cette période que le pouvoir du CNDD-FDD profite de la pauvreté qui s'observe dans les familles et leur donne une somme qui est entre 1 million et 3 millions de francs burundais. C'est cet argent qui motive en fait ces jeunes et acceptent d'aller dans ces combats en grand nombre en RDC. Des fois, on se rend compte que parmi ces jeunes, il y a aussi des jeunes burundais d'ethnie Tutsi, une fois arrivés en RDC, pour aller combattre le M23 qui est en guerre, comme la RDC. Dans ce cas, on les sépare des autres et sont conduits dans les forêts de la RDC pour y être tués par leurs amis qui sont des Imbonerakure ou encore par les groupes de combattants congolais qui combattent aux côtés de l'armée congolaise. Dans nos éditions ultérieures, nous reviendrons sur la façon dont ces jeunes sont conduits en RDC. Merci à toi Clovis. Nyonzima, toujours en page de sécurité. C'est la pure panique chez certains habitants de la zone Malandia, située en commune Mutimbuzi. Nous sommes en province de Bujumbura, suite aux réunions organisées par des Imbonerakure et certains administratifs à la base, ainsi que les menaces infligées par la suite à des militants des partis de l'opposition pour les contraindre d'adhérer au parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Ainsi, ces citoyens demandent que ces intimidations cessent. Reportage signé Emmanuel Nyungeko. Cette peur panique qui règne au sein de certains habitants de la zone de Malandia, commune Mutimbuzi, en province de Bujumbura, est due aux réunions qui sont organisées par des Imbonerakure et certains administratifs à la base dans le but de dénombrer tous les militants des partis de l'opposition. Ces derniers sont terrorisés afin d'adhérer au parti au pouvoir, le CNDD-FDD, avant les prochaines élections. Un des citoyens de la zone Malandia témoigne.
Nous, les habitants de la zone Maramvya, sommes attristés par le parti au pouvoir qui sème la haine à travers des réunions incessantes qui se tiennent la nuit, dirigées par les responsables des Imbonerakure, les responsables du parti au niveau zonal et communal, et ces réunions en appellent à la haine à l'endroit des membres du parti de l'opposition résidant en zone Maramvya. Ils ont été sommés d'intégrer le parti CNDD-FDD dans le cas contraire qu'ils seront éliminés. Cela a déjà commencé car les militants des partis de l'opposition ne sont pas permis de circuler au-delà de 19 heures. S'il est attrapé, il est accusé de complicité dans l'infiltration des rebelles. Ces habitants de Maramvya évoquent ici deux réunions tenues en date du 27 et 28 février dernier, respectivement chez un prénommé Théodore et dans les enceintes de l'école fondamentale située dans le secteur de Kirekura. Des Imbonerakure qui étaient en tête, selon toujours notre source, sont entre autres le nommé Shimirimana, David, Nepo et un responsable culinaire à la personne de Fabien Barambonaniye. Les membres du parti CNL sont les plus ciblés. Ces citoyens demandent que ces intimidations cessent afin de continuer à vaquer paisiblement à leurs activités quotidiennes. Il passe de ménage en ménage en identifiant les membres du CNL. La situation est devenue grave ici en zone Maramvya et cela nous fait beaucoup peur sur toutes les collines. Nous voyons que cela pourrait générer des tueries et des cas de disparition. Nous demandons au gouvernement du Burundi d'agir afin que le sang ne coule encore une fois. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Siméon Butoyi, administrateur de la commune de Mutimbuzi, pour recueillir sa réaction. Et le Centre pour le renforcement de l'éducation et le développement de la jeunesse dit être préoccupé par le fait que le gouvernement burundais instrumentalise les Imbonerakure en les poussant à commettre l'exécution de différents crimes ainsi que les formations paramilitaires des élèves signalés dans différentes provinces du pays. Arsène Alakaza, président du CREDEJ, appelle les Imbonerakure à refuser de tomber dans le piège des politiciens et demande également au gouvernement burundais de respecter le droit des enfants en arrêtant la politisation des milieux scolaires. Je vous propose d'écouter Arsène Alakaza, il est le président du CREDEJ. Le Centre pour le renforcement de l'éducation et développement de la jeunesse CREDEJ exprime sa profonde préoccupation face à la manipulation des Imbonerakure dans les différents crimes. Premièrement, personne n'est à l'abri d'une information attestant la présence de jeunes Imbonerakure sur le champ de bataille en République démocratique du Congo. Ces jeunes du parti au pouvoir le font inconsciemment, sans tenir compte des conséquences néfastes pouvant mettre en danger leur avenir au profit des autorités burundaises qui tirent bien évidemment des ficelles dans ce conflit. Ceci se présente ainsi au moment où les jeunes Imbonerakure sont encadrés dans le but de harceler les opposants politiques au cours du processus électoral avec la rhétorique de la haine du pouvoir qui les invite d'être des vatangeurs. Ce qui est plus alarmant, ce sont aussi des informations à notre disposition dans les différentes provinces du pays, et notamment dans la province de Rumonge, Cibitoke et Makamba, qui font état de l'instrumentalisation des élèves dans les formations paramilitaires organisées par le parti au pouvoir en complicité avec les autorités scolaires qui sont aussi membres du régime. Cela est contraire effectivement à l'éthique qui devrait caractériser le secteur de l'éducation au Burundi. Nous voyons que ce contexte exacerbe la situation. Le CREDEJ se demande le but ultime de ces formations dans un contexte et dans un climat actuellement tendu créé par les autorités. Le Centre pour le renforcement de l'éducation et développement de la jeunesse CREDEJ saisit cette occasion pour lancer un appel vibrant à la jeunesse burundaise et aux Imbonerakure en particulier de ne pas se laisser manipuler par les politiciens qui les invitent à la violence contre les adversaires et à la guerre incessante. Nous demandons ainsi à l'État burundais de respecter les droits des élèves en barrant la route à toute action politique dans les milieux scolaires.
Poursuivons ce journal par la page gouvernance, l'exposé de la présidente de la commission permanente chargée des questions agricoles au sein de l'Assemblée nationale burundaise quant à la gestion du budget alloué à la Nagisa par le gouvernement burundais suscite beaucoup d'interrogations. À part son mutisme sur un manquant de plus de 10 milliards de francs burundais restés sans trace, même le justificatif des dépenses cache mal une malversation et un détournement de fonds et honté. Josiane Moudaneza nous en dit plus. La RPA a pu dégager certaines anomalies et incohérences dans l'exposé fait par la présidente de la commission permanente chargée de l'agriculture et de l'élevage au sein de l'Assemblée nationale burundaise, mais on va vous parler de certaines d'entre elles qui ont le plus capté notre attention. En premier lieu vient l'achat des emballages sacs destinés à la conservation du maïs récolté. Selon la Nagisa, ces sacs ont coûté plus d'1,6 milliard de francs burundais. Des emballages spécialisés dits PIX ont été achetés à 1,621 milliard francs burundais. Ce rapport confectionné par la même commission permanente fait savoir que la Nagesa a dû dépenser une autre somme pour la même fin du fait qu'une petite quantité de sacs avait été endommagée. Mais là où il y a logique, c'est que le remplacement de ces quelques sacs endommagés avoisine en termes d'argent le montant débloqué pour acheter les sacs distribués sur tout le territoire national. Et oui, remplacer des sacs endommagés a coûté à la Nagesa plus d'1,5 milliard de francs burundais. Quelques emballages sacs ont été remplacés car endommagés lors de la relocalisation de la production. Cela a coûté 1,551 934 775 francs burundais. 551 934 775. D'autres malversations qui transparaissent dans le même rapport se rapportent aux frais de déplacement destinés au transport du maïs vers son lieu de stockage. Ici, la présidente de la commission permanente nous parle des frais que cela a coûté en carburant ainsi que des dépenses salariales comptant pour l'année 2024. Le carburant a coûté 64 770 455, tandis que le budget alloué au salaire du personnel, y compris les sentinelles, est de 1 milliard 949 900 000. Si on essaie de comparer les fonds utilisés dans l'achat du carburant pour l'année 2024 et ceux alloués au salaire de tout le personnel de la Nagesa, on se rend compte que les frais engagés dans la relocalisation de la quantité infime du maïs dépassent de loin ceux utilisés pour stocker toute la production du maïs dans tout le pays. En effet, caser toute la production et payer les salaires de tout le personnel a nécessité 2,14 milliards au moment où la relocalisation d'une quantité excédant a coûté 2,1 milliards de francs burundais. À un certain moment, les greniers au niveau communal et zonal ont été débordés. Il a fallu déplacer ce surplus vers les stocks régionaux. Ce transfert a coûté 2 milliards 100 955 312 francs. 2 milliards 100 955 312. Un autre scandale réside dans les frais de retenue bancaire qui, selon la dite commission, dépasseraient 9 millions de francs burundais, et ce, en seulement une année. Il y a également les frais de retenue bancaire qui sont de 9 554 600 francs burundais. Parlons à présent de ces retenues bancaires. Les sources de la RPA au sein des banques commerciales basées au Burundi font savoir que ces dernières sont forfaitaires et varient entre 5 et 10 000 francs burundais par mois, exception faite pour les clients qui font la demande d'adhérer à la catégorie VIP afin d'être facilités dans leurs opérations. Donc, pour la première catégorie, les retenues annuelles ne devraient pas aller au-delà de 120 000 et 600 000 pour la seconde catégorie VIP. Comment alors la commission parlementaire a pu passer à côté d'une telle supercherie, surtout que la Nagesa est une institution étatique et que son compte est domicilié à la Banque centrale. Mais passons, les tricheries de la Nagesa ne s'arrêtent pas là. Même la location des greniers et hangars de stockage suscite des inquiétudes. Comme mentionné par la présidente de la commission permanente, ces greniers ont été loués à hauteur de plus de 200 millions de francs burundais.
Comme ils étaient à leur début, ils ont dû recourir à la location de hangars de stockage. L'argent dépensé en location de ces stocks est de 205 700 000 francs burundais. Paradoxalement, la NAGESA dit devoir aux particuliers un montant de plus de 9 milliards de francs burundais. Et comme vous allez l'entendre, parmi ces particuliers, il a été inséré les citoyens qui ont loué les hangars à la NAGESA, alors que dans le rapport, ils disent que la location de tous les hangars a coûté plus de 200 millions de francs burundais, une somme déjà mise dans la colonne des dépenses effectuées. La NAGESA a des dettes non encore épongées, surtout en ce qui est des stocks loués. Il y a aussi des fournisseurs qui leur auraient vendu du matériel à crédit. Et tout le montant dû est de 9 milliards 851 millions 183 657 francs burundais. Ici aussi, une omission a retenu notre attention. Comment des parlementaires envoyés enquêter sur le terrain n'ont jamais cherché à connaître la nature de ce fameux matériel acheté à crédit par la NAGESA, alors que cela a coûté la somme faramineuse de 9 milliards de francs burundais, montant non encore remboursé jusqu'aujourd'hui. Mais le fait est que le gros du matériel nécessaire semble avoir été acheté comptant, du moins selon les dires de la présidente de la commission permanente. Le coût des balances est de 131 250 000. Les médicaments utilisés pour la conservation de la récolte ont été achetés à 2 milliards 883 445 000. Les palettes ont coûté 2 149 800 000 et d'autres matériels tels les tamis, les tentes et les petits appareils servant à vérifier si les graines sont assez secs ont été achetés à 51 7 000 francs burundais. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons d'autres magouilles opérées par la NAGESA. Et je vous le disais en titre, les taux des enfants qui naissent avec le VIH-Sida ont augmenté au Burundi malgré l'existence d'un programme de prévention primaire de la transmission mère-enfant. Une autre catégorie des personnes les plus menacées est celle des jeunes et des consommateurs de drogues injectables. Certains experts du domaine de la santé estiment qu'il y aurait eu un relâchement dans la sensibilisation de lutte contre le VIH-Sida. Dine Karondo nous fait le point. Selon le rapport du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida de l'année 2024, pour toutes les directives au niveau national qui concernent la prévention et le traitement du VIH-Sida, le taux de séroprévalence au niveau national est de 0,9% au sein de la population âgée de 15 à 49 ans. Les femmes sont estimées à 1,2%, tandis que les hommes de cette même tranche d'âge sont de 0,6%. Dans ce même rapport, il est également indiqué que le taux de transmission du VIH-Sida de la mère en l'enfant reste problématique. Il est estimé à 12,3%, alors que ce taux devrait être à moins de 5%. Le dit rapport précise aussi que la prévalence des personnes exposées n'est pas la moindre. Elle est de 31,0% pour les femmes et de 5,9% pour les hommes, et puis 14,1% pour les usagers des drogues injectables. Certains prestataires de santé font savoir que l'augmentation du taux de séroprévalence pour les groupes exposés et les jeunes serait liée à la faible sensibilisation pour la prévention. Toutefois, des résultats positifs sont remarqués selon ce rapport dans le traitement et la prévention. 99,9% des personnes vivant avec le VIH-Sida qui connaissent leur statut sont sous traitement antirétroviral et 93% ont une charge virale indétectable. C'est au moment où 82% des femmes enceintes porteuses du VIH-Sida ont reçu un traitement afin de prévenir l'enfant. Pour renforcer la lutte contre cette maladie, le rapport ci-haut mentionné montre que le Burundi, à travers son ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, montre plusieurs stratégies. Parmi elles, il y a la stratégie combinée et la sensibilisation du dépistage du VIH, qui est la porte d'entrée au service de prévention. Et toujours en page santé, le Burundi enregistre de moins en moins de cas de la variole du singe Mpox depuis le début de cette année.
Selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé en Afrique, l'un des axes prioritaires de la riposte burundaise à la variole du singe a été la prise en charge adéquate des patients. Qui plus est, l'Organisation mondiale de la santé tient également à rappeler que tous les acteurs de la santé ont un rôle fondamental à jouer dans la réponse en cas d'épidémie comme celle de la variole du singe. Le contenu de ce rapport avec David Claude Bananayo. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une moyenne de 70 nouveaux cas par semaine pendant les 9 premières semaines de l'année 2025 a été enregistrée au Burundi. 21 nouveaux cas ont été confirmés pour la semaine finissant le 27 février, tandis que la semaine du 21 au 27 octobre 2024, 222 nouveaux cas ont été confirmés, ce qui entraîne une réduction de près de 95%. Depuis que le Burundi avait déclaré une épidémie de Mpox le 25 juillet 2024 jusqu'au 26 février 2025, 147 cas sont encore hospitalisés et sur les 3568 enregistrés depuis le début de l'épidémie, 3420 sont déjà guéris. Selon toujours l'OMS, jusqu'à ce jour, le Burundi ne déplore qu'un seul décès dû à la Mpox. Les autorités sanitaires, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, continue d'améliorer la réponse. L'OMS indique que pour répondre efficacement à cette épidémie, il faut qu'elle soit comprise à travers tous ces aspects par les différents acteurs impliqués dans la riposte et surtout ceux qui sont en première ligne pour parvenir à arrêter la progression de la transmission. Page société, à présent, le prix officiel du sucre est loin d'être respecté au niveau de différentes boutiques situées dans des quartiers de la mairie de Bujumbura. À part que ce produit est devenu une denrée rare, même là où il devient disponible quelquefois, il est vendu à des prix exorbitants. Les précisions avec Walter Quizera. Le prix de 6 000 francs burundais par kilogramme de sucre fixé par le gouvernement n'est pas respecté. En revanche, ce prix n'a fait qu'aggraver la pénurie du sucre, même celui qui était disponible. Selon la population des quartiers comme Kamenge, Gasenyi, Nyakabiga et d'autres, pour obtenir 1 kilogramme de sucre, il faut au moins 8 000 francs burundais. En dessous de son montant, dans les différents endroits où il est vendu, on vous dit qu'il n'y a pas de sucre. C'est ce qu'a constaté cet habitant. Concernant le sucre, il est indisponible partout. Lorsqu'il est disponible, on vous dit qu'un kilogramme coûte 8 000 francs. Ainsi, vous pouvez l'obtenir. Parfois, les commerçants exigent même 8 500 francs ou plus. Mais si vous n'avez que 6 000 francs, vous ne pouvez pas obtenir de sucre. Actuellement, les consommateurs de sucre demandent au gouvernement de vérifier si le prix fixé est réellement respecté, mais aussi de punir ceux qui spéculent sur la vente de cette denrée alimentaire. Beaucoup de personnes, surtout les jeunes et les personnes âgées, demandent au gouvernement de s'assurer que le prix fixé soit respecté et de sanctionner ceux qui ne respectent pas ce prix officiel. Les autorités sont au courant du non-respect du prix du sucre depuis un certain temps, mais rien n'a été fait jusqu'ici. La rédaction de la RPA n'a pas encore. Le ministère du Commerce pour un commentaire à ce sujet. Et dernière nouvelle de ce journal, c'est un ouf de soulagement chez les habitants de la zone Nyakabiga, située en mairie de Bujumbura, plus précisément au niveau des quartiers 2 et 3, après que le courant électrique soit de nouveau disponible sur l'avenue dénommée Avenue de la République. Une période de plus de 3 mois venait de s'achever sans courant électrique. Ainsi, ces habitants de Nyakabiga remercient la Régie des eaux pour le travail accompli. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par cette brève que le journal de ce 6 mars 2025 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Eloge Divin Remecha. Je vous souhaite une excellente soirée.